Voilà, bonjour à tous, bienvenue à cette présentation de la Faculté des géosciences et de l'environnement. Je me présente, je suis Sébastien Pilet, je suis actuellement directeur de l'école des géosciences qui gère les programmes d'études. Et puis, dans la vie civile, je dirais, je suis professeur de géologie. Donc le but de cette séance, c'était d'essayer de vous montrer quel type d'études on propose et quels sont un peu les débouchés si vous prenez le choix important de venir chez nous pour faire vos études. Et je suis bien conscient que pour vous, c'est un moment assez complexe de choisir où est-ce que vous allez vous orienter, parce que ça va quand même diriger un tout petit peu la suite de votre vie, et en particulier votre carrière professionnelle. Donc là, je vais essayer vraiment de vous montrer qu'est-ce que l'on propose et savoir est-ce que vous allez pouvoir vous y projeter dans l'avenir. Pourquoi choisir la faculté des géosciences? Eh bien, vous pouvez vous choisir parce que tout d'un coup, vous êtes passionné par notre planète. Comment elle s'est développée, comment la vie est apparue, comment l'oxygène est arrivé dans l'atmosphère et comment elle a évolué au cours des temps géologiques. Mais vous pouvez être intéressé à des choses plus proches de vous, qui est l'effet du réchauffement climatique sur les glaciers. Alors, on sait que les glaciers disparaissent progressivement, mais par contre, ce qu'on ne sait pas et ce qu'on étudie chez nous, c'est comment le fait que les glaciers disparaissent vont changer le transport des rivières. Et comment est-ce que ce transport des rivières va affecter, par exemple, l'énergie hydraulique. Je vous montrerai à travers un exemple un peu plus détaillé qu'est-ce qu'on entend par là. Vous pouvez être intéressé, parce que vous êtes passionné par la montagne, et comment les chaînes de montagne se forment, comment les forces tectoniques ont développé la topographie que l'on connaît aujourd'hui. Mais vous pouvez être aussi intéressé par le côté social, comment nos sociétés évoluent, comment on a des interactions, et aujourd'hui, par exemple, on a une interaction assez intéressante avec la grève, voir un peu comment les grévistes interviennent en fonction des différents bâtiments. Alors, c'est clair que nous, on étudie ça à grande échelle et on utilise ça en particulier pour essayer de comprendre comment on peut améliorer l'aménagement du territoire, qui est un des pôles de la géographie à Lausanne, l'étude des villes, l'étude de la construction des villes et des relations avec les zones de montagne en particulier. Mais vous pouvez être aussi militant et être intéressé à ces questions de durabilité. Et notre faculté n'est pas là pour vous former à ça, mais pour vous donner le bagage qui vous permette de juger, savoir est-ce que notre société va dans la bonne direction ou pas, et quelles sont les actions que l'on peut mener pour améliorer ces aspects. Donc, c'est les différents aspects qui sont prioritaires de notre faculté, mais il y en a bien d'autres, et je vais essayer de vous le montrer. Donc, durant cette présentation, à peu près 45 minutes, je vais vous donner un tout petit peu des exemples de recherche et d'activités qu'on fait de notre faculté pour débuter. Ensuite, je vais vous présenter un peu plus formellement les parcours d'études et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'inscrire chez nous. Et ensuite, il y aura une petite présentation cet après-midi qui, normalement, avait lieu au bâtiment Géopolis, mais comme ce bâtiment est actuellement fermé, on a redéplacé cette séance et elle aura lieu dans la salle 321 qui se trouve juste derrière les amphipôles qui sont là. Vous montez les escaliers derrière, ce sera juste ici, salle 321 à 3h15, pour éviter d'avoir des soucis d'organisation avec Géopolis. Voilà, donc qu'est-ce qu'on aimerait vous transmettre à travers ces différentes activités? On aimerait vraiment qu'à la fin de la journée, vous soyez capable d'identifier si les thématiques qui sont proposées par la faculté vous intéressent. Est-ce que ça vous donne potentiellement des débouchés pour les milieux professionnels? Est-ce que ces débouchés peuvent correspondre à vos attentes? Donc, et puis aussi, on va essayer de vous convaincre que l'Université de Lausanne est une université où où c'est agréable de vivre, et en particulier de notre faculté qui reste à taille humaine. Je vais prendre maintenant 5-10 minutes un tout petit peu pour essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par géosciences et environnement. Alors, vous êtes tous conscients que la nature qui nous entoure est complexe. Elle a plein d'interactions et c'est un peu ça qui a motivé la création de cette faculté il y a une vingtaine d'années, où on a essayé de prendre des sciences naturelles, géologie, sciences de l'environnement, et de les mettre avec une partie sciences humaines et sociales.
Et c'est ça qui a créé la faculté, où on a une faculté multidisciplinaire. Et nos programmes d'études reflètent en partie cet aspect, en particulier durant la première année. Donc, un exemple ici de l'interdisciplinarité de notre faculté. Vous avez ici une figure que vous connaissez probablement, c'est l'évolution des températures à la surface du globe vis-à-vis de la teneur en CO2. Alors, j'imagine que vous connaissez bien cette partie-là, les dernières courbes où tout le monde montre que ça va augmenter. Par contre, la partie qui peut peut-être vous intéresser, c'est que ici, on a des reconstitutions qui vont jusqu'à 60 millions d'années. Et ça, c'est une des choses absolument incroyables de notre faculté, c'est qu'on travaille vraiment sur des échelles de temps qui sont extrêmement variables. Ça peut être des processus pratiquement à la seconde de certains échanges chimiques, ou à l'échelle du million d'années lorsqu'on travaille sur l'évolution de la vie et l'évolution des paléoclimats. Et là, vous pouvez voir que nos géologues ont reconstitué qu'il y a environ 60 millions d'années, en réalité, la température était bien supérieure à la température actuelle, d'environ 15 degrés. Donc, lorsqu'on parle d'un réchauffement climatique, on n'est pas encore tout à fait à ces stades. Ensuite, on a eu la température qui a diminué progressivement, qui s'est rapprochée des températures actuelles. Et on a eu une période, lors des 10 000 dernières années, à peu près, même un peu plus, ici, on a eu des périodes de fluctuation avec le développement de grandes glaciations. Et on arrive aujourd'hui où on voit l'effet anthropogénique de l'augmentation du CO2 qui engendre une augmentation de la température. Alors ça, c'est cette partie-là, en tout cas pour les dernières glaciations et autres, c'est des parties qui sont beaucoup étudiées par certains de nos chercheurs qui utilisent des carottes, soit de glace, mais ça c'est plutôt à Berne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt utiliser les carottes de sédiments qui nous permettent vraiment de regarder l'effet du changement climatique sur les cycles d'éléments chimiques. Et on regarde ça dans le passé, en allant faire des campagnes en Antarctique ou en Arctique, et on regarde aussi ça dans les enregistrements des lacs alpins, qui nous permettent d'avoir des bonnes informations pour la suite. Et ensuite, on regarde un peu qu'est-ce que ces modèles peuvent prédire si on simule l'augmentation du CO2 et qu'est-ce que ça va impliquer pour l'évolution de la température, mais aussi, et plus important, pour beaucoup d'écosystèmes. En effet, l'augmentation du CO2, ça a un effet sur le climat, mais ça a aussi un effet très important sur d'autres aspects. Si vous augmentez la teneur en CO2 dans l'atmosphère, vous pouvez vous attendre que la productivité des plantes augmente en raison des processus de photosynthèse. Mais ça c'est théorique. Après, il faut voir comment ça fonctionne, parce que souvent, le CO2 va avoir un effet sur les sols, sur la qualité des sols, et va potentiellement influencer la production. Donc, c'est vraiment des échanges complexes à gérer. Alors, on regarde ça au niveau des sols, mais on regarde ça aussi au niveau des océans ou des lacs. Maintenant, c'est clair qu'avec les scénarios prochains, on va avoir des effets sur les écosystèmes alpins ou dans des régions proches des déserts qui vont devenir pratiquement invivables. Et là, on peut s'intéresser un tout petit peu à l'adaptation et aux conséquences justement de ces changements sur les modes de vie, et que ça soit en particulier à Madagascar, on a des chercheurs qui travaillent à Madagascar, et dans le milieu alpin pour voir qu'est-ce qu'elles vont être ces influences. Un exemple très très pratique d'interdisciplinarité concerne l'énergie, et en particulier l'énergie hydraulique. Vous avez ici une figure que j'ai reprise qui date de 2022 du service des statistiques suisses, qui montre la consommation d'énergie de notre pays. Donc on a du pétrole, énergie nucléaire, force hydraulique, gaz et autres. Donc ça c'est les proportions relatives de toute la consommation. Mais si on regarde juste l'électricité, eh bien on se rend compte qu'on a 29% de notre électricité qui provient des centrales nucléaires, 62% des centrales hydrauliques et une petite partie qui correspond que ce soit aux centrales à gaz ou aux énergies renouvelables. Et si on veut se passer du gaz et des centrales nucléaires, il va falloir augmenter fortement les centrales hydrauliques. Et des projets là-dessus, c'est une augmentation des barrages, de la hauteur des barrages. Et là, on a vraiment plein d'experts de notre faculté qui interviennent. Les premiers experts qui vont intervenir, c'est des géologues. J'ai plusieurs camarades, anciens collègues qui ont fait des études avec moi à Lausanne, qui ont travaillé
et des anciens étudiants qui ont travaillé sur des barrages pour essayer de vérifier que les roches environnantes peuvent supporter une augmentation de la charge liée à l'augmentation de la hauteur des barrages. Si vous imaginez que vous avez des fissures qui commencent à se rouvrir, et bien vous risquez d'avoir déjà une déstabilisation des flancs en périphérie du barrage et aussi une perte d'eau incroyable en périphérie, ce qui tuerait complètement la production et le gain de production électrique. Ça a l'air de fonctionner pour ça. Maintenant, si on imagine que les glaciers se retirent, on va changer la façon dont les sédiments vont être transportés. Et ça va être important parce que si vous considérez un barrage, un des risques des barrages, c'est qu'il soit rempli de sédiments. Au moment où il est rempli de sédiments, vous perdez la capacité de charge hydrique, donc vous perdez de la production. Donc là, on a tout un groupe qui s'intéresse au transport de sédiments en aval des glaciers et qui montre, par exemple, comme sur cette figure, les zones où il y a de l'érosion, des zones où il y a des dépôts, et qui, à partir de là, peuvent prédire, si on change les conditions hydriques, qu'est-ce qui va se passer sur le transport des sédiments. Maintenant, si on met des barrages, on peut aussi changer l'effet du courant de la quantité d'eau qui travaille dans les rivières, ce qui va affecter nos écosystèmes. Et là, on a des écologues ou des personnes qui travaillent sur la toxicité des sols et des eaux, qui vont étudier ces phénomènes et dire ça c'est possible ou pas. Et on travaille toujours dans un cadre où la politique intervient. Donc il faut aussi avoir quelques cours de droit de l'environnement, pour avoir des notions de base, pour pouvoir interpréter les règles et voir si les transformations que l'on propose sont cohérentes avec nos règlements. Et évidemment, pour compléter, il faut encore que ces barrages soit accepté par la population. Imaginez, je sais que par exemple, il y a un barrage dans la région de Zermatt qui est en prévision, et pour l'instant, les guides locaux sont très opposés à ce barrage parce que ça va leur enlever du business, parce qu'il y a un itinéraire qui est très fréquenté en héliski qui pourrait ne plus être possible avec ça. Donc en fait, ils sont assez puissants et pour l'instant, ils essayent de bloquer ce système. Maintenant, on peut étudier la nature, mais un des buts aussi de notre faculté, c'est de trouver des solutions. Et une des solutions pour essayer de réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère, c'est de le stocker. Et là, les géologues sont très actifs dans ces domaines-là parce que l'on connaît des réactions métamorphiques, comme on appelle, qui est transformation des roches, qui permettraient de capter le CO2. Et là, il y a un projet qui est plus qu'un projet pilote, mais qui est un projet qui est en production à l'heure actuelle, en Islande, où on capte le CO2 de l'atmosphère et on le réinjecte dans des couches géologiques qui permettent de stocker ce CO2. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise d'une part l'énergie géothermique, qui est très très forte en Islande. On utilise des outils qui permettent de capter le CO2 dans l'atmosphère, ici, et ensuite on le réinjecte dans les sols, où on fait réagir une roche, qui est un basalte, c'est une roche magmatique qui est émise par les volcans islandais, qui contient une phase en particulier qu'on appelle l'olivine, qui contient du fer et du magnésium, plus de la silice. Et en faisant réagir ce minéral avec des fluides très riches en CO2, on change la composition du minéral, on enlève la silice et on le remplace par du carbone pour donner des carbonates. Et avec ça, on produit des carbonates, des veines de carbonates qui permettent de stocker le CO2 et de le stocker à l'échelle géologique parce qu'une fois qu'on a formé ces carbonates, ils sont extrêmement stables et ne vont pas relâcher ce CO2. Donc ça, c'est un exemple d'études qu'on fait en pétrologie, par exemple. Et puis, on étudie aussi quels vont être potentiellement les impacts des éléments extrêmes. Donc, si la température du globe augmente, l'énergie du système augmente, donc on peut s'attendre à avoir des extrêmes plus importants. Et là, on peut s'imaginer un tout petit peu, on a un groupe d'experts, un centre d'expertise en extrême climatique, surtout sur les questions d'atmosphère, mais également sur les précipitations, qui étudie ces phénomènes et qui essaye de les prédire et de les anticiper. Et maintenant, ce groupe utilise énormément l'intelligence artificielle et on a un des groupes leaders dans ces domaines où on combine intelligence artificielle et prédiction météorologique ou climatique, modèle climatique,
où on essaye d'interagir avec ces nouveaux outils. Et ça nous permet d'anticiper ces problèmes. On peut, au niveau de l'environnement humain et social, on étudie aussi différents aspects. Par exemple, l'urbanisme durable, comment on peut améliorer la qualité de vie de nos villes, comment est-ce qu'on peut éviter les îlots de chaleur. On a la mobilité douce, on a un groupe très très actif dans tout ce qui est la promotion du vélo dans les villes et ailleurs. Et puis on peut aussi un groupe qui s'intéresse à comment changer l'agriculture pour qu'elle soit plus respectueuse de l'environnement. Mais on a aussi des groupes qui sont beaucoup plus actifs au niveau politique et qui s'intéressent au changement de société qu'implique potentiellement le respect des ressources mondiales actuelles. Donc là, on a des personnes très actives et qui sont actives au niveau militant, mais surtout au niveau scientifique pour donner les bases scientifiques qui nous permettent de comprendre ces changements sociétaux. Voilà un peu pour ce parcours ici dans notre faculté. Alors, je m'excuse un tout petit peu pour les gens qui sont en sciences, qui sont plus intéressés par les sciences humaines et sociales. J'ai un background en géologie, je suis un peu plus sciences naturelles, mais c'est clair que dans notre faculté, on a vraiment les deux pôles qui sont très actifs. Donc, la faculté, je vous ai mentionné le fait qu'elle est à taille humaine. Donc, effectivement, on a 104 professeurs. Alors, ça vous paraît énorme, mais en fait, c'est très important parce que 104 professeurs, c'est pas suffisamment. Le nombre de professeurs est pas suffisant pour qu'ils puissent s'ignorer les uns des autres. Donc, on travaille tous ensemble et on essaye vraiment d'apporter des solutions pour notre société. On a aussi énormément d'assistants, en particulier des doctorants, qui sont des personnes avec qui vous allez beaucoup interagir durant les travaux pratiques ou durant les excursions de terrain qui sont assez nombreuses dans notre cursus. Notre structure est composée de 3 instituts, un institut des sciences de la Terre, on pourrait résumer un peu à la géologie, un institut de géographie et de durabilité, et un institut des dynamiques de la surface terrestre, qui sont vraiment un institut qui s'intéresse vraiment aux premiers mètres de notre environnement, en particulier avec un pôle très fort sur les sols et le transport de sédiments en milieu montagneux. Nos infrastructures sont assez uniques parce qu'on a vraiment en Suisse la chance d'avoir énormément d'équipements. Alors, en tant qu'étudiant de première année, vous dites potentiellement, ouais, mais bon, ces équipements, est-ce que je vais les voir? Il faut détrompez-vous, vous allez très vite être amené, 3 années, ça passe très vite, mais une fois que vous êtes au niveau master, et déjà pour certains, à travers le travail de bachelor, vous allez être amené à utiliser des drones, des lidars, ou dans certains cas, des appareils beaucoup plus sophistiqués qu'on appelle une sonde ionique ici, qui permet d'obtenir des rapports isotopiques sur des matériaux à l'échelle du micromètre. C'est assez unique, c'est la seule en Suisse et il n'y en a que quelques-unes au monde. Donc avec ces outils, on essaye de combiner des observations à l'échelle grande échelle jusqu'à l'échelle nanométrique pratiquement. Donc ça, c'est aussi intéressant vraiment de voir ces perspectives à très grand terme. Au niveau des étudiants, actuellement, on a 1068 étudiants, y compris des doctorants, et y compris un certain nombre d'étudiants qui viennent suivre nos cours provenant des facultés de lettres ou de SSP lorsqu'ils choisissent la géographie en mineur. On a à peu près 300 bachelors, le même nombre de masters, il y a pas mal de gens qui viennent suivre nos masters de l'extérieur, et on a environ 162 doctorants. Donc une dynamique qui est vraiment très bonne au niveau du nombre d'étudiants, parce que c'est pas trop grand, c'est pas trop mouse comme faculté. Maintenant, ce qui vous intéresse peut-être clairement, c'est notre programme de bachelor. Alors, vous savez certainement que les programmes de bachelor sont structurés selon les lois de Bologne, qui impliquent l'acquisition de 108 ans de crédits et TCS. Donc, chaque cours correspond à un certain nombre de crédits, et chaque année correspond en réalité à 60 crédits. Donc, l'objectif de ce bachelor, c'est vraiment de développer vos connaissances de la matière, à travers en particulier l'acquisition des concepts de base. Ça, c'est vraiment les choses. Au départ, il faut apprendre les concepts de base à travers également des méthodes qui peuvent être des méthodes géochimiques, des méthodes d'enquête,
des méthodes plus de programmation ou de statistiques, ainsi qu'une formation transversale où on va vous apprendre en particulier à lire des articles scientifiques et à rédiger des rapports potentiels. Donc ça fait partie de vraiment notre but à travers le bachelor. Et si vous êtes plus intéressé, vous pouvez trouver tout le règlement et tous les, ce qu'on appelle les NQF, c'est les objectifs fixés par les différents cursus qui sont accessibles dans notre page web. Maintenant, à la fin, alors attendez, durant la première année, comme vous pouvez le voir, il y a une seule flèche. Donc, ça veut dire que vous entrez ici et a priori, la première année est commune. C'est pas tout à fait vrai et je vous montrerai un tout petit peu après quels sont les choix à faire. On vous prépare déjà, avant l'entrée, vous allez quand même choisir si vous vous orientez plutôt vers les sciences naturelles ou plutôt sur les sciences humaines et sociales, plutôt la géographie. Mais vous avez beaucoup de cours communs, en particulier en première année. Ensuite, à partir de la deuxième année, eh bien, si on regarde l'orientation en géographie, quelles sont les thématiques qui sont vraiment abordées? Donc, c'est l'aménagement des villes et des territoires. C'est vraiment un pôle très fort de notre faculté. La conservation de la nature, l'utilisation des ressources et l'effet du changement climatique regardé sous un aspect social. Mais je dirais par rapport à d'autres formations en géographie, le fait que la géographie soit incluse dans une faculté multiple avec des sciences naturelles, les bases de sciences naturelles ici seront beaucoup plus développées que potentiellement dans d'autres universités. Pour ce qui concerne les sciences de l'environnement, alors on va clairement vous amener à être capable d'identifier les questions fondamentales liées à la pollution, au changement climatique, aux risques liés à ces changements. Donc, on a des enjeux environnementaux et on va vous amener à avoir des compétences en physique, géologie, chimie, biologie de l'environnement. Donc, c'est une formation assez large qui vous donne vraiment des bases ensuite pour vous spécialiser au niveau master, plus précisément dans un domaine spécifique. Pour la géologie s'intéresse vraiment à la formation des roches, à leur évolution, à l'évolution de notre planète. Donc, les thématiques seront l'évolution du système Terre, la gestion des risques naturels, géologiques et naturels, la gestion des ressources naturelles, même si c'est un domaine où on vous donne les compétences, mais on n'est pas vraiment actif dans ces domaines-là. En particulier, on n'a aucun cours lié au pétrole. Par contre, on aborde les questions de gisements, où est-ce qu'on va trouver les gisements de terres rares qui sont si importants, ou de métaux nécessaires à la transition écologique. Et puis, on va aussi vous parler d'océanographie, d'hydrologie et de questions de tectonique, des formations des roches. Voilà avec ces trois cursus. Après ces trois cursus, vous avez la possibilité de vous orienter vers des masters qui sont consécutifs. Donc, notre faculté propose 6 masters et qui vont dépendre, dont l'accès va dépendre un tout petit peu du choix d'orientation que vous avez fait. Néanmoins, vous avez souvent la possibilité de rejoindre un autre master moyennant quelques cours supplémentaires que vous pouvez déjà planifier dans le fait que vous avez des cours à choix libre de votre cursus. Néanmoins, c'est clair que si vous avez fait la géographie, il est difficile de faire un master en géologie et réciproquement. Il y a quand même beaucoup trop de cours qui vous manquent et les matières sont assez bien séparées. Donc, la première année, qu'est-ce qui vous attend? La première année, au départ, vous avez des cours communs. Donc là, vous avez des cours d'introduction à la géographie, environnement et société, un cours d'introduction aux sciences de l'environnement et un cours d'introduction aux sciences de la Terre. Avec ça, en parallèle, vous avez des cours de base en statistique et géoinformatique. Et le cours de géoinformatique est pour nous très important parce qu'on a besoin vraiment de vous transmettre des outils importants pour développer des modèles pour la suite. Donc, ça implique un petit peu une introduction à la programmation et une introduction, par exemple, au GIS, aux programmes qui permettent de visualiser les données de l'espace et en géographie, suivant les territoires géographiques. Et vous avez aussi des cours de sciences de base, maths, physique, pour ceux qui s'orientent en sciences naturelles, et aux méthodes qualitatives pour les personnes qui s'orientent vers la géographie.
Et au parallèle, vous avez également quelques cours un cours de biologie, ici plutôt d'écologie. Ça, c'est pour le premier semestre. Le deuxième semestre, vous allez quand même vous orienter avec plus spécifiquement vers votre orientation future. En particulier, vous allez pouvoir choisir pour les sciences naturelles entre orientation sciences de l'environnement ou géologie, avec des cours plus spécifiques. Mais vous avez toujours un regard commun à tous les étudiants où on a réussi à intégrer 3 professeurs qui sont très actifs sur toutes les questions climatiques. Un paléoclimatologue, une personne très impliquée dans les rapports du GIEC sur la transition sociale et également une personne qui s'intéresse aux questions de climat et évolution du climat et dynamique atmosphérique. Et ça vous donne un regard sur les connaissances actuelles de ces systèmes. Comment est-ce qu'on choisit l'orientation? Alors, lors de l'inscription des cours, vous allez déjà vous orienter entre sciences naturelles et sciences humaines et sociales, donc entre géologie, sciences de l'environnement et géographie. Vous avez jusqu'à la 4e semaine pour encore changer d'orientation. Vous avez, et ce changement, c'est juste, les 4 semaines, c'est pour vous inscrire, la 6e semaine, c'est pour encore ces derniers changements. Mais essayez de faire le changement assez rapidement parce qu'il y a quand même des cours un peu à rattraper. Pour le choix entre sciences de l'environnement et géologie, ça se fait vraiment au début du 2e semestre où vous vous orientez. Et à la fin de la première année, il y a encore possibilité de vous réorienter, mais dans ces cas-là, il y aura probablement un certain nombre de cours à rattraper. Donc, on vous invite vraiment à essayer de faire votre choix avant la fin du 1er semestre. Dans la deuxième partie, eh bien, vous allez dans vos cursus plus spécifiques qui est avec en particulier pour certains aspects du terrain et des travaux pratiques pour les sciences de l'environnement. Pour la géologie, eh bien, à partir de la 2e année, vous avez 4 semaines de camp sur le terrain par année. Pour la géographie, vous avez aussi plus de séminaires et d'interactions avec des assistants pour vous faire comprendre et assimiler les grands concepts. Et pour tout le monde, à la fin, dans le 6e semestre, vous êtes amené à faire un travail de bachelor individuel sous la supervision d'un enseignant qui va vous donner les premières bribes d'une recherche scientifique. Et j'attire votre attention sur cet aspect, c'est que cet après-midi, dans la séance auquel on vous invite à 13h15, vous aurez les personnes qui coordonnent les filières, la professeure Valérie Boisvert, le professeur James Irving et la professeure Stéphanie Grand pour l'environnement. Mais ça, ils vont vous faire une petite présentation en particulier ils sont un peu plus spécialistes que moi sur chaque orientation pour vraiment vous présenter ce que vous allez faire. Et surtout, après, on a invité des étudiants qui ont fini leur travail de bachelor l'année passée ou il y a 1 ou 2 ans, à vous présenter leurs travaux. Et je pense que c'est la meilleure façon de vous rendre compte de qu'est-ce que l'on fait réellement et quelles seront les capacités que vous aurez acquises après 3 ans d'études chez nous. Donc, il y a un petit apéro où on a déjà amené le matériel qui suit et qui permet aussi d'interagir et poser des questions à ces étudiants. Au cours de vos études, il y a aussi la possibilité de faire des échanges. Et l'Université de Lausanne a toute une série d'accords, et en particulier notre faculté a toute une série d'accords privilégiés avec certaines universités. Donc il y a pas mal de personnes qui aiment aller au Canada. L'Université de Laval est une destination assez prisée. L'Université de British Columbia à Vancouver aussi, mais là la compétition est dure parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour toute l'université. Et comme c'est une université qui est très bien reconnue pour les HEC, donc les études commerciales, eh bien, il y a beaucoup d'étudiants qui essayent d'obtenir une place là-bas. Donc là, vraiment la possibilité de découvrir le monde à travers ces cursus, mais j'attire votre attention, ce n'est pas une obligation. Hein. On peut rester chez nous, et les cours sont tout à fait haut niveau. Et à la fin de votre bachelor, vous obtiendrez un titre avec une orientation géographie, sciences de l'environnement, géologie, qui vous ouvre les portes des masters locaux, mais aussi de tous les masters qui ont lieu dans vos disciplines à travers les universités suisses. Et donc, il y a beaucoup de mouvements à ce niveau-là.
parce que beaucoup de masters en particulier sont en anglais, que ce soit en Suisse allemande ou ici, ce qui permet vraiment des échanges culturels importants. Maintenant, certains d'entre vous auront peut-être envie de prendre la géographie comme deuxième discipline. Alors, c'est parfaitement possible si vous venez de la faculté des SSP, lettres ou des sciences théologiques et des sciences des religions. Donc là, vous pouvez prendre un mineur chez nous qui correspond à l'équivalent de 60 crédits STCS, c'est-à-dire une année. Donc là-dedans, vous aurez la possibilité de choisir un certain nombre de cours, ici, qui peut vous ouvrir la porte à un master toujours en deuxième branche, qui peut être fait chez nous. Et ce master-là, il a un intérêt, c'est qu'il vous permet d'enseigner et d'entrer au HEP. Et par rapport à les étudiants en géographie peuvent entrer en HEP, mais ils n'ont qu'une branche enseignable, ce qui les rend un peu moins adaptables au marché des enseignants et de la distribution des cours dans les écoles. Donc là, si vous êtes vraiment motivé à faire de l'enseignement, eh bien, pensez déjà à prendre probablement 2 disciplines, ce qui vous ouvrira plus de portes dans ce domaine-là. Maintenant, j'arrive dans la dernière partie de cette présentation et qui concerne les débouchés professionnels. Alors, qu'est-ce que vous allez faire après ? Alors, pour nous, c'est assez difficile de se projeter parce que déjà, quand vous arriverez au bout de vos études, c'est dans 5 ans. Donc là, en ce moment, ce que je vais vous mentionner comme débouchés, c'est les débouchés que nos étudiants obtiennent à la fin de leurs études. Donc, pour les géographes, eh bien, il y en a beaucoup d'entre eux qui travaillent dans les bureaux d'urbanisme ou dans l'aménagement du territoire, que ça soit dans des bureaux privés ou dans les offices publics. On a aussi des personnes qui travaillent dans les bureaux d'études, il y a beaucoup d'études potentielles qui sont liées à la géographie. Il y a de l'enseignement, il y a aussi des organisations professionnelles, des groupes d'intérêt, il y a des ONG qui ont besoin de géographes. Et il y a aussi une petite partie des gens qui restent à l'université, qui envisagent une carrière académique. Pour les sciences de l'environnement, et vous allez voir que ça se superpose beaucoup avec la géologie, eh bien, la plupart de nos étudiants trouvent des places dans les bureaux de consultants spécialistes dans les dangers naturels. Actuellement, en Suisse, en particulier en Valais, il y a vraiment des risques très importants par rapport aux chutes de pierres et par rapport aux pollutions liées à des industries. Donc là, il y a vraiment énormément de travail. On a aussi du management environnemental au sein d'entreprises. De plus en plus d'entreprises sont conscientes des dangers que représentent pour eux s'ils font des dégâts à l'environnement. Donc, ils engagent des gens pour les conseiller. On a des personnes qui travaillent dans des associations de l'environnement, des ONG, dans des associations de gestion et de prévention de la nature. Et de plus en plus, les sols prennent une importance cruciale dans la gestion de notre territoire. Et là, je pense que dans l'avenir, on va avoir de plus en plus de personnes qui vont travailler sur les sols et leur qualité. Pour la géologie, c'est clairement les bureaux de géologues qui sont amenés à gérer les gestions des chutes de pierre. Et là, j'ai plein de collègues qui travaillent en Valais ou aussi dans le canton, qui travaillent sur ces questions de chute de pierre, de gérer les dangers, d'évaluer les dangers. Vous avez certainement vu pas mal d'informations liées au grand glissement qui a généré l'effondrement du glacier sur Blatten. J'avais des collègues qui travaillaient depuis des années à surveiller le pot de montagne qui descendait. Ils n'ont absolument pas été surpris du processus, ils ont été surpris de la dynamique et de la dimension du processus. Ils n'avaient pas vraiment totalement anticipé à l'avance que ce serait le glacier qui s'effondrait. Ils pensaient plutôt que ce serait le flanc de la montagne qui descendrait, mais les volumes auraient été beaucoup plus faibles. Donc, on a ce type d'emploi. On a des ressources en eau. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en hydrogéologie. C'est des questions très importantes. Comment l'eau s'infiltre dans les sols et comment on peut stocker cette eau. Ressources naturelles, en particulier dans les nouvelles technologies, les terres rares et autres. Mais c'est plutôt dans la recherche qu'on intervient à ce niveau-là.
Et industrie technique, la géotechnique est un domaine où il manque énormément de personnes. On a les bureaux de géologues on est en interaction avec eux. Ils viennent nous dire, mais renforcez cette formation parce que il nous manque un nombre incalculable de personnes qui travaillent dans ces domaines-là. Et puis, la géophysique aussi. Là, vous avez une image qui a été prise il y a quelques années dans le coton, où on a eu des campagnes de géophysique qui permettent d'imager le sous-sol pour essayer de trouver les zones les plus favorables au développement, par exemple, de l'énergie géothermique. Mais ce qui est clair, c'est qu'à l'université, en premier lieu, on est ici une école pour vous apprendre à apprendre, c'est-à-dire à être totalement autonome dans vos connaissances. Donc, il y a plein de débouchés, en fait, qu'on n'imagine même pas. Et j'ai certains collègues qui ont eu des carrières complètement différentes que ce que j'aurais pu imaginer. Donc, au moment de l'université, notre but n'est pas vraiment de faire une formation hyper spécialisée, mais justement de vous ouvrir à différents parcours professionnels autonomes. Voilà un peu ce que je voulais vous présenter. Donc, si vous avez encore des informations, vous pouvez regarder notre site de la faculté. Il est surtout très utile pour toutes les informations pratiques, comment s'inscrire et autres. Donc là, vous avez le QR code pour y avoir accès. Vous avez aussi, et je vous invite vraiment à rester dans ce bâtiment en salle 321 pour discuter avec des étudiants de chez nous pour apprendre plus du vécu sur leur parcours à l'université de notre faculté. Et si vous avez des informations à nous donner sur cette journée découverte, n'hésitez pas à utiliser ce QR code. Et maintenant, on a encore 10 minutes, 9 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez venir me poser ces questions. Mais entre-temps, je commence par vous remercier de votre présence si nombreuse. Bonjour. Oui, je me demandais ce que c'était la différence entre du coup la faculté ici de géologie et d'environnement et celle des sciences de l'environnement à l'EPFL. C'est quoi les différences notables? Ici, nous, on est vraiment notre faculté essaie vraiment de comprendre l'ensemble des processus qui interviennent. On essaye vraiment de comprendre le système à l'échelle globale. L'EPFL est plus dédié aux solutions à apporter. Donc, ils sont beaucoup plus spécifiques. Ils s'intéressent pas forcément à quel est le phénomène physique, mais ils vont plutôt dire, voilà, comment est-ce que je peux le modéliser et le prédire. Donc, je dirais qu'il y a une part beaucoup plus mathématique dans le traitement de l'environnement à l'EPFL que ce que l'on fait. Mais sachez néanmoins que moyennant, vous avez la possibilité, avec une formation en sciences de l'environnement, sur dossier, de rejoindre l'EPFL au niveau master. C'est possible. Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'avais juste une question. Est-ce que vos cours, ils sont retransmis? Ils sont mis en ligne une fois qu'ils ont été faits pour pouvoir être rattrapés en cas de manquement? C'est une grande question. On s'est posé beaucoup la question là-dessus et c'est pas un débat clos, je dois dire. Dans notre faculté, il y a un aspect qui intervient, c'est aussi les ressources informatiques et le stockage des cours prennent beaucoup de place. Donc il y a certains enseignants pour cette raison qui ont parlé de ça. L'autre raison, alors il y a un avantage, c'est le côté pédagogique, de pouvoir revoir les cours là-dessus, mais il y a aussi le défaut, c'est que après on se retrouve avec beaucoup moins d'interactions avec les étudiants parce qu'il y a beaucoup moins de monde dans les cours. Donc, et il y a un autre aspect qui est complexe, c'est que les travaux pratiques, par contre, sont souvent associés aux cours ou les séminaires, et ça peut pas être transmis. Donc, ça implique de toute façon d'être sur place. Donc, nous, pour l'instant, on est resté sur une vision un peu post-Covid où on aimerait que les étudiants reviennent là-dessus. Donc, c'est très rare que les enseignements soient enregistrés, mais il peut y avoir des cas spécifiques où on peut demander certains enseignements à être disponibles. Bonjour, merci. J'avais une question. Est-ce qu'il y a beaucoup de cours en anglais ou en anglais, non. Alors, il n'y a pas de cours. L'enseignement obligatoire du niveau bachelor est au français. Par contre, vous serez amené à lire des textes en anglais et potentiellement à interagir un petit peu en anglais pour vous préparer. Mais l'anglais n'est vraiment pas un problème pratique là-dessus. Mais on a besoin de vous former un peu
mais en même temps, nos cours sont clairement en français. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie. Et puis moi, je reste encore quelques minutes. Donc, si vous avez des questions plus personnelles à me poser, n'hésitez pas à venir. Et autrement, venez cet après-midi il y aura nos spécialistes des 3 orientations qui seront là pour répondre à vos questions. Merci et bonne suite et bonne chance à tous. Et faites le bon choix pour vos études. Sachez quand même qu'on peut toujours changer et que la vie vous réserve toujours de belles surprises. Merci.